Eh bien, merci à vous d'être là. Vous êtes, à ce que nous avons vu sur l'écran, de partout, de France, d'Afrique et d'ailleurs, des Antilles, j'ai noté aussi. Bienvenue à tous au jeudi du DEFAP, anciennement jeudi de la mission. C'est une évolution de nom pour dire que le DEFAP se présente comme un lieu identifié de la réflexion missiologique contemporaine. Nous visons à la diffusion des dernières recherches et idées de la missiologie. Nous nous donnons aussi pour objectif de croiser les regards et les lectures théologiques du Sud et du Nord. Nous voulons ouvrir un espace pour faire entendre la voix des jeunes chercheurs boursiers du DEFAP, et il y en a 2 parmi nous ici. Notre première rencontre cette année, pour laquelle nous sommes réunis ce soir, est intitulée « La mission inversée. Peut-on véritablement parler de mission du Sud vers le Nord ?» Pour répondre à ces questions, nous avons réuni à ma droite Madame Corinne Balazic, maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris, membre du groupe Société, Religion et Laïcité au CNRS, PHE. Elle est aussi doyenne honoraire de la faculté des sciences sociales, économie et droit. Vos travaux, Madame Balazic, actuellement portent sur les migrations religieuses en France et notamment le cas spécifique des prêtres africains en France. Il s'agira de comprendre comment ces prêtres analysent leur trajectoire et comment celle-ci est perçue par les catholiques de France. Ces croisements permettront de faire émerger les enjeux de réflexion qui dépassent ce cadre particulier. Un peu plus loin, nous avons M. Adrien Franck Mougoué, qui est doctorant en histoire des religions, département d'histoire de l'université de Douala, au Cameroun, en séjour d'études à l'Institut protestant de théologie, faculté de Montpellier, et dans le cadre d'une bourse de recherche du DEFAP. Vos travaux, Franck, de recherche en cours portent sur l'implantation en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, des communautés chrétiennes issues de l'immigration, plus précisément de l'Église presbytérienne du Cameroun, l'EPC, depuis de 1989 à 2018. C'est la période que vous couvrez. À travers les activités évangélisatrices de ces communautés et le discours théologique qui les accompagne, vous cherchez à montrer comment le presbytérianisme camerounais a essaimé en francophonie, et vous cherchez aussi à montrer si l'on peut voir cette émergence comme une forme de mission inversée ou non. Merci à vous deux. Merci. Donc, 2 phénomènes dans le protestantisme et dans le catholicisme. Cependant, peut-on voir dans ces phénomènes un mouvement missionnaire inversé des anciens pays de la mission vers la France, qui serait devenue terre de mission? Madame Balazic, vous allez commencer. Des missionnés sont-ils devenus des missionnaires en France au XXIe siècle? Est-ce que les 200 prêtres venus d'ailleurs, vous nous expliquerez un petit peu les particularités des fidei denum et des étudiants, cela constitue-t-il un corps missionnaire organisé aujourd'hui en France? Plus tard, Franck Adrien Mougoué nous parlera de l'implantation des communautés chrétiennes en francophonie. Est-ce que ces implantations constituent un mouvement missionnaire organisé vers la France, la Suisse et la Belgique? Et vous, chers participants, vous pourrez poser vos questions à travers le chat. Vos micros seront fermés par Franck, l'animateur. Il les récoltera, ensuite il les posera, et les intervenants vont y répondre après leurs interventions. Nous allons donc commencer par Madame Balazic. À vous la parole. Bien. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens donc à vous remercier le DEFAP, remercier Jean-Pierre pour cette invitation, pour cette reprise au lancement des jeudis du DEFAP. Et donc, je suis très honorée d'être présente avec vous. Je rapproche le micro de manière à être certaine que tout fonctionne. Donc, en à peu près 25 minutes, je vais essayer de répondre à la question que vous avez extrêmement bien posée.
Sachant que c'est une recherche en fait que je suis en train de finaliser, donc je vais essayer d'axer sur certains points. Et puis l'idée aussi, c'est qu'au moment du chat, il y ait, voilà, qu'il y ait des réponses pour pouvoir alimenter, aller plus loin dans la réflexion. Donc le travail que je suis en train de finaliser est une enquête sociologique, hein, puisque je suis sociologue du catholicisme. Et la première question que je me suis posée, c'est donc m'intéresser en fait aux prêtres africains qui viennent en France, essayer de comprendre leur vision en fait du catholicisme français, essayer de comprendre aussi leur vision de la France et plus loin, essayer de comprendre comment ils sont venus. Pour le dire autrement, ce qui m'intéressait, c'était de voir les effets de transformation de leur venue pour eux, c'est-à-dire en quoi le fait d'être présent modifie ou non d'ailleurs leur identité, à travers éventuellement un processus identitaire, et aussi essayer de voir comment cela pouvait modifier leur environnement, c'est-à-dire les personnes autour d'eux, la paroisse, les fidèles, éventuellement aussi les prêtres français présents. Et si on monte un peu en généralité, c'est de retravailler la question du rôle des religions en migration, ce qui me semble un élément extrêmement important et pas toujours travaillé en France quand on parle des migrations. On parle des migrations en général, mais on ne parle pas forcément tellement de la dimension religieuse. Et l'autre aspect important, c'est aussi, au dehors même de la question de la migration, c'est aussi celle de la cohabitation des différentes mémoires sur un territoire particulier. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, c'est un peu pour centrer le propos. Donc, mon travail a été effectué autour de très nombreux entretiens autour de prêtres africains présents en France. S'il en est nécessaire, je pourrais tout à l'heure revenir sur, voilà, sur la méthodologie en tant que telle, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de la pratique sociologique. Donc, ce sont des entretiens qui sont anonymisés, enregistrés et retranscrits totalement, qui ont une durée longue, hein, de 2 à 4 heures à peu près, parfois qui sont repris plusieurs fois avec les mêmes personnes. Et j'ai donc vu des personnes qui sont donc des prêtres africains, des prêtres religieux aussi africains. J'ai également rencontré, parce que ça me semblait important aussi, des religieuses qui venaient d'Afrique pour pouvoir balancer un peu ce regard et essayer de voir aussi leur manière de concevoir ces situations. Bien évidemment, j'ai vu des prêtres français, des fidèles français, des fidèles d'ascendance migratoire africaine, et puis des évêques, voilà, etc., évêques français et évêques africains. C'est un peu pour voilà, expliciter le global. Alors la première question, c'est finalement, ces prêtres, on en parle de plus en plus maintenant, hein, médiatiquement, on voit bien qu'il y a un relais qui se fait davantage à travers la presse, en tout cas en France, hein, ça devient une réalité qui est un petit peu plus connue, même si souvent on a l'impression qu'on est sur une situation qui va être temporaire, c'est-à-dire que comme les prêtres ne sont censés venir que pour un temps maximum, en théorie, de 7 ans, il y a cette idée finalement qu'ils viennent pour un temps et qu'ensuite, finalement, le catholicisme redeviendra un petit peu comme les Français ont pu le connaître préalablement. Or, on se rend compte en fait que depuis quelques années, c'est autre chose qui est en train de se mettre en place. Alors, cette autre chose, il est simple, hein, c'est la diminution statistique du nombre de prêtres en France, notamment via la diminution du nombre de vocations en France, hein, qui diminue de plus en plus en quelques années, puisque maintenant, sur le territoire français, on a au gros maximum environ 5 à 7 000 prêtres qui sont actifs, dont une partie d'entre eux ont plus de 65 ans. C'est-à-dire qu'on est face à une pyramide des âges assez vieillissante, même si l'âge médian des prêtres diminue, mais globalement, on est face à une pyramide des âges vieillissante et à un taux de renouvellement en France qui ne permettra pas de toute façon de remplacer le nombre de prêtres. Donc c'est vrai qu'on met beaucoup à l'honneur actuellement lorsqu'il y a une augmentation du nombre de jeunes dans les séminaires, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont jusqu'au bout des études ni qu'ils deviennent prêtres. De même, il y a une augmentation des catéchumènes ou autres. Ça ne veut pas forcément dire que ces catéchumènes vont ensuite éventuellement devenir diacres pour suppléer aux prêtres, même s'il y a une augmentation des diacres. L'Église de France, alors, depuis quelques années, en fait, a fonctionné d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu un retournement paradoxal. Le retournement, c'est en fait de s'appuyer sur l'encyclique Fidei Donum, en fait, qui est une encyclique de 1957. Et cette encyclique Fidei Donum du pape Pie XII, le don de la foi, avait pour objectif au départ de soutenir les églises naissantes d'Afrique et d'Amérique latine. Donc le but était plutôt que des missionnaires, des prêtres, des religieux d'Europe partent dans ces pays pour les soutenir. Depuis les années 80-90, c'est le mouvement inverse en fait qui est en train de s'opérer, puisque certains évêques en France, tout ceci se passe par diocèse, c'est pas organisé de façon centralisée. Certains évêques français
font appel à des évêques africains avec qui ils ont des liens ou avec des diocèses avec qui ils ont des liens préalables et leur demandent de faire venir des prêtres venant d'Afrique. Peu à peu, donc, on voit une augmentation du nombre de prêtres qui viennent de l'étranger. Donc, je parle d'Afrique parce que c'est à peu près 80% des prêtres qui viennent de l'étranger en France. Et donc là, il y a une classification à faire entre les prêtres que l'on appelle fidei donum, donc dons de la foi. Les prêtres fidei donum donc, restent attachés à leur diocèse d'origine. Ils sont incardinés dans leur diocèse d'origine, donc dans leur pays d'Afrique. Ils dépendent de leur évêque de leur pays, mais sont envoyés en France dans le diocèse avec qui il y a le partenariat qui est mis en place pour une durée maximale de 7 ans. Normalement, ils ne peuvent pas rester plus longtemps. Il y a une autre possibilité aussi, c'est le statut qu'on appelle de prêtre étudiant. Prêtre étudiant qui est parfois une terminologie que certains considèrent un peu comme dévalorisante, hein, puisque finalement le prêtre retomberait d'une certaine manière dans un statut préalable qu'il a eu avant, qui est le statut étudiant. Et d'autres aussi, prêtres, peuvent venir sous le statut de religieux quand ils sont religieux ou peuvent venir tout simplement durant les vacances, pendant les vacances d'été pour remplacer des prêtres français. Ce qui se fait moins à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a moins de prêtres français qui viendraient remplacer des prêtres d'Afrique. Donc là, vous voyez bien que j'emploie le terme d'Afrique qui, évidemment, est beaucoup trop large, on est bien d'accord. Bon, je préfère quand même employer celui-ci. On pourrait développer sur la terminologie entre l'Afrique ou les Afriques. Pour l'instant, voilà, je vais rester là-dessus un peu pour essayer de clarifier, puis parce que voilà, c'est aussi une construction épistémologique derrière. D'après les différentes statistiques que j'ai essayé d'établir, et ça fait des années que j'essaye d'avoir les chiffres, j'ai essayé à peu près à tous les niveaux de les avoir, c'est compliqué, c'est un flou. Comme il m'a été dit, au plus haut niveau, l'évangile ne se chiffre pas. Certes, l'évangile ne se chiffre pas, mais je suis sociologue et j'aime bien avoir des chiffres. Non pas que les chiffres scellent une vérité, mais les chiffres, en tout cas, sont des repères et des indicateurs qui nous amènent à mieux comprendre une réalité. Alors, il me semble qu'à peu près sur le territoire, en tout cas hexagonal, on est à peu près entre la moitié et 2/3 de prêtres étrangers en France suivant les diocèses, avec encore une fois largement une majorité autour de 80% de prêtres venant d'Afrique. Dans certains diocèses, on est à plus de 2/3, hein, largement, notamment en Seine-Saint-Denis. Dans d'autres, ça va être, notamment à Paris, ils vont être un peu moins nombreux, ou alors ils vont être assez nombreux en tant que prêtres étudiants, puisque les prêtres étudiants classiquement vont dans les instituts catholiques, qui sont eux dans des grandes villes, hein, donc les 5 instituts catholiques qui sont présents en France. Pour les prêtres qui viennent durant les vacances, les grandes vacances, ils sont entre 6 et 700 par an, ce qui est assez conséquent, pour une durée du coup relativement courte. Donc là, c'était un peu pour donner des chiffres. Donc on voit qu'ils sont nombreux et lorsque certains partent, d'autres vont revenir. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à un phénomène structurel. Même si certains partent au bout de 7 ans, eh bien d'autres vont revenir et finalement, cette modification de l'organisation de l'institution même devient pérenne avec une présence très conséquente de prêtres étrangers au sein même d'une Église catholique française qui finalement ne met pas forcément en avant et a du mal, pour l'instant en tout cas, à intégrer cette particularité. Alors, d'où viennent ces prêtres? Assez rapidement, hein, je vous le dis, ils viennent donc du Congo, du Congo-Kinshasa, du Burkina Faso, Madagascar, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Congo-Brazzaville, du Togo, du Sénégal, du Burundi, du Rwanda, essentiellement. Pas de grande surprise, hein, ils viennent surtout de pays francophones. On reviendra aussi sur la question de la langue. Environ 20% de prêtres viennent d'Asie, essentiellement d'Inde et du Vietnam, et le reste essentiellement de l'Amérique du Sud. Pour ceux qui viennent d'Europe, il y a encore des prêtres qui viennent d'Europe, notamment de Pologne et d'Italie. Là non plus, on n'a pas tellement de chiffres, puisque là, ils n'ont pas besoin d'avoir un visa pour venir. Et encore une fois, les organisations se font diocèse par diocèse et au sein même des diocèses, visiblement, tout n'est pas aussi clair, hein, pour savoir qui vient et combien et où sont, voilà, où se situent les personnes. Lorsqu'ils viennent, en fait, ce sont leurs évêques, généralement, qui leur ont proposé de venir. Et l'arrivée en France est vue pour une grande partie des prêtres que j'ai pu rencontrer et aussi pour certains membres de leur famille avec qui j'ai pu avoir des entretiens, est vue au début comme ce qu'on pourrait appeler une sorte d'ascension migratoire.
c'est vu de façon positive, c'est valorisant d'être choisi, d'être sélectionné, d'être distingué par l'évêque pour venir en France. Alors, soit ils viennent pour être en fidei donum, c'est-à-dire en paroisse, soit ils viennent pour poursuivre des études. Et là, il y a une particularité quand même à observer, c'est que lorsqu'ils viennent pour les études, c'est souvent parce que l'évêque a en tête un projet pour ce prêtre, qu'il le lui dise ou pas d'ailleurs, pour un projet de potentielle direction à son retour, et donc va décider avec l'évêque français des études qu'il va faire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément lui demander préalablement quel type d'études lui semblerait le plus pertinent pour la paroisse où il est ou le diocèse dans lequel il est présent. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui se retrouvent faire de la théologie, ce qui peut les intéresser, mais peut-être pas cette théologie spécifique. De même, ils vont souvent faire des sujets de thèse qui leur sont imposés, moins choisis, ce qui peut aussi questionner, du coup, sur l'engagement qu'ils peuvent avoir. En tout cas, ça peut expliquer des fois les difficultés d'engagement qu'il peut y avoir au sein des études. Donc, une fois que j'ai un peu placé, du coup, les différents acteurs, les fidei donum qui arrivent en paroisse, en fait, contrairement à l'idée reçue, ne vont pas arriver dans les diocèses qui manquent le plus de prêtres. Ils arrivent dans les diocèses où il y a le plus d'argent pour pouvoir les accueillir. Donc là aussi, c'est assez contre-intuitif, c'est qu'on fait venir des prêtres de l'étranger à la fois pour suppléer au manque de prêtres français, mais on n'est pas dans une répartition qui serait totalement égale, en fait, finalement, en se disant, voilà, on va les placer là où on a véritablement besoin, on va les placer là où il y a la possibilité de les accueillir, en tout cas d'un point de vue financier, puisqu'il y a aussi cette question financière qui est importante. J'insiste sur le fait que ce soit des accords évêques entre évêques qui les font venir. Donc, on voit bien que ce ne sont pas eux qui décident forcément de venir, mais c'est un accord fait entre les diocèses qui structure leur venue. C'est qu'en fait, il va y avoir du coup des conditions d'accueil différentes suivant les diocèses. Certains diocèses vont avoir des endroits pour pouvoir les accueillir, des personnes qui vont les accompagner, d'autres vont moins en avoir. Ça va un peu dépendre aussi de l'organisation. De la même manière, lorsqu'ils arrivent sur place, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas tous bénéficier des mêmes conditions de logement. Certains vont bénéficier d'une voiture, d'autres vont être encouragés à l'acquérir. Globalement, au bout d'un an, ils doivent repasser leur permis de conduire s'ils restent sur le territoire français. Là aussi, soit on va les aider financièrement, soit ils vont devoir un peu se débrouiller par rapport aux revenus qu'ils ont, etc. Donc tout ça pour dire qu'il y a des disparités assez conséquentes sur le territoire français. Et au début, quand chacun m'expliquait sa situation, j'étais assez surprise en me disant, mais comment est-ce possible que ce soit si différent? Et en fin de compte, ça l'est parce que ça l'est, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une organisation générale, et même l'Église catholique de France se rend compte que ce serait peut-être bien qu'ils arrivent à homogénéiser un peu tout ça. Alors, quand ils arrivent, même si on les a prévenus, même s'ils ont de la famille en France, qui leur a dit que la France était un pays sécularisé, où la pratique n'était pas du tout la même, etc., il n'y empêche qu'il y a toujours un choc culturel. Alors, ce choc culturel, toute population en expatriation la vit. Ce n'est pas le fait de ces groupes particuliers. Globalement, tout le monde vit un choc culturel. Ici, peut-être la différence, en fait, c'est que ce choc culturel se double aussi alors, à la fois donc d'un aspect culturel, mais aussi d'un aspect statutaire qui est vécu comme dévalorisé. Autant le prêtre peut être vu pour la plupart d'entre eux dans leur pays comme un notable ou un futur notable, comme une personne importante vers qui les gens vont aller, vont demander des conseils, qui va avoir un rôle assez important, voire structurant. Autant en France, ils se rendent compte que le statut de prêtre n'est que très peu valorisé. Et non seulement ce statut de prêtre est très peu valorisé, mais suivant les endroits où ils vont aller, ils vont même être dans une logique d'invisibilisation de leur statut. C'est-à-dire que s'ils ne sortent pas de leur presbytère, s'ils ne vont pas à la rencontre des fidèles, il se peut qu'ils passent des journées quasiment entières sans rencontrer qui que ce soit. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose en dehors même du choc culturel qui est de comprendre comment on organise les relations sociales en France, comment on se situe dans l'espace, etc. Il y a cet espace tout simplement qui est « pourquoi suis-je ici ?» Et donc, assez rapidement, tous me disent qu'ils s'interrogent finalement sur le sens de leur venue. Alors, ils s'interrogent tous avec un registre émotionnel, un registre narratif, un registre théologique aussi et psychologique qui leur est propre, et ils vont essayer de retrouver tout un ensemble de réponses à travers ces différents répertoires dont ils disposent.
Généralement, en fait, pour essayer de trouver des réponses à ce qu'ils vivent, ils vont d'abord, dans un premier temps, s'appuyer sur d'autres collègues qui vivent les mêmes situations, c'est-à-dire des collègues qui sont aussi dans ces logiques migratoires, mais vont très peu s'en ouvrir à leur famille. Et là, on voit qu'on retrouve les logiques de migration classiques, hein, c'est-à-dire ne jamais tout dire à sa famille. Mais le fait d'être très en lien encore avec leurs collègues va avoir un autre effet, c'est-à-dire qu'à la fois, ils commencent un peu à entrer dans leur statut en France, en fait. Et dans le même temps, comme ils vont beaucoup s'appuyer sur leurs collègues avec qui ils vont échanger, ils vont pas tout échanger, mais ils vont quand même échanger un certain nombre d'éléments, on voit bien que leur identité individuelle, à la fois, est travaillée, donc cet effet de transformation par leur venue en France, mais en même temps se repose encore plus sur ce qu'on peut appeler une identité transnationale. L'idée transnationale, c'est-à-dire qu'elle est à la fois appuyée sur leur origine, sur leur pays d'origine, incarnée ici par leurs collègues, qui peuvent être en France ou qui peuvent être encore au pays qui ont vécu ce déplacement, et en même temps par leur identité en train de se travailler en France. Donc de plus en plus, on voit ces superpositions entre l'identité transnationale et l'identité qui est en train de, voilà, de se retravailler. Et ceci est d'autant plus fort que c'est porté par les outils numériques, alors, par la création d'Internet, mais surtout par des réseaux type WhatsApp, etc., qui font qu'il peut y avoir un lien relativement constant avec l'ailleurs, avec l'autre pays. Et donc, du coup, un effet de transformation qui fait qu'on est sur un processus identitaire qui bouge, mais qui bouge tout en étant en lien sur différents espaces territoriaux. Et ça, on est face, du coup, à une intégration qui est différentielle par rapport à ce qui pouvait se passer différemment. Autre élément important, c'est l'organisation aussi, bien évidemment, de leurs pratiques, hein, de leurs pratiques religieuses. Alors, ils se rendent compte en étant en France qu'ils parlent la même langue que les Français. En fin de compte, ils pensent qu'ils parlent la même langue que les Français, mais très régulièrement, ils sont face à des paroissiens ou paroissiennes plutôt âgés. Alors, je précise, ça ne veut pas forcément dire que ça explicite tout, mais en tout cas, voilà, plutôt âgés qui vont faire des commentaires sur l'accent. Et en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit bien qu'en France, c'est assez révélateur même de la manière dont souvent en France on conçoit la migration, c'est-à-dire qu'on n'est pas tant habitué que ça à ce qu'il y ait une pluralité dans la manière de s'exprimer en français. On considère finalement que le français ne peut être dit, ne peut être entendu que d'une certaine façon. À contre-exemple, là on peut prendre la langue anglaise. Je pense qu'il y a bien longtemps que les Britanniques ont fait le deuil de penser que dans le monde, tout le monde parlait l'anglais qu'eux parlent ou le même anglais. Or, en France, on est un peu dans cette espèce d'imaginaire qu'il n'y aurait qu'un français, qui est la francophonie, correspondrait au français de France. Et tout simple. Et ça me semble vraiment très intéressant parce qu'on voit que grâce à cette population, il y a une diffusion finalement de ce français qui vient d'ailleurs, de ce français qui est travaillé, qui peut être sénégalisé, qui peut être fourni de d'autres expressions, de d'autres manières aussi d'envisager l'imaginaire qui sont présentes et qui amènent peu à peu à des effets de déplacement, aussi bien pour les fidèles français qui peuvent jouer le jeu quand ils en sont d'accord, que pour les prêtres eux-mêmes qui se rendent compte aussi qu'il y a d'autres manières de travailler cette francophonie. Donc ça me semble aussi un élément important parce que la francophonie, enfin le français, c'est la langue dans laquelle très souvent ils ont été évangélisés. Donc c'est pas seulement la langue qui peut être en lien avec la colonisation, comme ils peuvent le dire de façon très claire, mais c'est aussi la langue avec laquelle ils ont été missionnés. Et c'est bien ici, vous parlez de mission inversée, où ils peuvent dire de façon ironique, nous, on a été missionnés avec une langue, et quand on revient avec cette langue dans le pays qui est venu nous voir, et bien finalement, on voit qu'il peut y avoir un décalage. Alors, comment est-ce qu'ils gèrent ce décalage? Alors, généralement, ils ont une période un peu de remise en question, d'interrogation, de comment est-ce qu'on surmonte cela. Eh bien, très souvent, en fait, pour surmonter ce décalage, ils vont essayer de renverser la situation en disant, finalement, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été envoyés ici par Dieu. C'est une sorte de chemin de croix, finalement, que nous devons vivre. Même si ça n'a pas forcément de sens, en tout cas, on doit l'accepter, on doit vivre avec. D'autres vont dire, il y a une pluralité de profils, donc une typologie d'interprétation de leur situation. D'autres vont dire, si nous sommes ici, c'est justement comme des missionnaires, c'est-à-dire nous sommes les missionnés, c'est nous qui sommes les porteurs finalement du Christ. Alors, ils emploient souvent le terme du christianisme, on pourrait y revenir,
du christianisme juste, de celui qui a été préservé, de celui qui n'a pas été trop tiraillé ou travaillé par la modernité. Et si nous venons en France, c'est pour le ramener, le faire revivre sur le territoire français. Et donc, certains peuvent en effet se vivre comme missionnaires, ce qui peut se faire en affinité de façon avec la nouvelle interprétation de l'Église qui est présentée comme Église par nature missionnaire, hein, de toute façon. Donc, ils peuvent le faire et certains vont être dans cette logique-là, avec cette volonté même d'évangéliser du coup certaines populations françaises, de vouloir aller davantage dans certains quartiers paupérisés, etc., considérant justement que le catholicisme tel qu'il est présent en France n'est pas assez actif, n'est pas assez présent dans tous les territoires français. C'est-à-dire, pour le dire simplement, ils trouvent que voilà, certaines classes sociales sont plus représentées que d'autres et qu'il faudrait aller vers au contact des autres classes sociales. Alors, l'autre élément peut-être aussi intéressant, c'est le lien qu'ils ont avec les fidèles d'ascendance migratoire africaine. Moi, je pensais que spontanément, ils iraient vers des personnes qui pouvaient venir du même clan ou du même pays, etc. Là non plus, c'est pas exactement comme ça que ça s'organise. En fait, ces prêtres me disent, on a bien retrouvé des fidèles qui viennent des mêmes pays, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas avant. D'ailleurs, ces fidèles ne se sentent pas toujours suffisamment bien intégrés et reconnus dans les paroisses catholiques. Et donc là, il y a une porosité, hein. Certains peuvent partir vers les mouvements pentecôtistes, hein, ce sera peut-être dit après, mais ou alors d'autres vont organiser des cérémonies catholiques en dehors des lieux de culte habituels. On louait une grande salle pour toute la journée pour retrouver les pratiques qu'ils connaissent et vont faire venir ce prêtre ou un prêtre africain. Les Français souvent refusant de venir aussi, hein. Ils peuvent être sollicités mais peuvent refuser. Et là, ces prêtres peuvent venir mais me disent, moi je viens, je célèbre, je passe un peu de temps avec eux pour le repas, mais après je repars parce que je ne veux pas être à nouveau le notable à qui on risque de demander des choses. Voilà, ce qui est important pour moi ensuite, c'est d'être en capacité de recréer une séparation par rapport à ces fidèles pour ne justement pas être dans des logiques qui finalement ne leur conviennent plus tant que ça. Quand ils me disent ça, en fait, je comprends que là aussi, il y a eu cet effet de transformation, c'est-à-dire que pour un certain nombre d'entre eux, ils me disent l'avantage finalement d'avoir été en France, même si tout n'est évidemment pas simple et je l'ai dit très rapidement, c'est qu'ils se rendent compte de plusieurs choses, d'une notamment leur capacité à pouvoir être en autonomie davantage dans leur organisation de vie, c'est-à-dire que comme ils sont moins sollicités, ils peuvent davantage s'organiser en fonction de ce qui leur semble être juste, enfin juste pour eux en tout cas. Ils découvrent aussi que parfois ils peuvent avoir un poids assez conséquent de la part de leurs proches qui peuvent souvent leur demander voilà, des services ou autres. Et certains d'entre eux aimeraient s'en extraire. Et là, ça se joue au moment du retour ou pas pendant les vacances. Est-ce qu'ils retournent ou pas dans leur pays? Déjà, est-ce qu'ils le peuvent économiquement? Et quand ils retournent, est-ce qu'ils retournent avec quel cadeau, pas de cadeau, etc. Donc ça, c'est un élément aussi qui est vraiment important. Autre élément important pour eux, la relation d'autorité. Ils découvrent que les évêques en France sont finalement beaucoup moins présents qu'ils ne peuvent l'être en Afrique, en tout cas moins dirigistes par rapport à leur organisation de vie. Et l'une des grandes questions qui, me semble-t-il, revient quasi systématiquement, c'est comment, quand je vais revenir dans mon pays, est-ce que je vais pouvoir continuer à fonctionner de la même manière avec mon évêque alors que j'ai découvert beaucoup plus de liberté. Et en fait, ça, c'est un élément qui est majeur et qui souvent, du coup, les inquiète un peu. Enfin, une partie d'entre eux, en tout cas, donc, que j'ai pu suivre, sont revenus dans leur pays. Alors, une partie peut ne pas vouloir revenir, enfin, une partie, en tout cas, revient, contrairement souvent à l'idée qu'on pourrait avoir. Et en revenant, justement, bien évidemment, il y a un effet d'hybridation avec ce qu'ils ont vécu en France. Et, me disent-ils, retravaillent toutes ces questions donc des mémoires, de la mémoire de la colonisation, de la mémoire de l'évangélisation, et s'interrogent sur la manière de vivre en fait une théologie qui serait proprement adaptée au territoire dans lequel ils sont présents, dans lequel ils sont incarnés, tout en étant dans un nous collectif. C'est-à-dire finalement comment maintenir la tension entre le local et le global, en ayant pu découvrir d'autres manières de faire pour pouvoir se re-questionner finalement sur leur identité catholique. C'est bon? C'est une autre pour plus de 2 minutes. Merci. Voilà, de toute façon, après, on verra par rapport aux différentes questions. Voilà, le dernier élément peut-être aussi important, c'est une question numérique. C'est qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de vocations en Afrique, enfin de vocations catholiques en Afrique qu'il ne peut y avoir en Europe. Néanmoins,
quand on fait des calculs au niveau du kilomètre carré, on se rend compte qu'il y a encore actuellement beaucoup plus de prêtres présents en Europe qu'il y en a en Afrique. Et donc finalement, l'argument qui est de dire, comme il y a plus de prêtres en Afrique, on peut les faire venir en Europe et ça ne va pas fragiliser les églises africaines, on se rend compte que cet argument-là lui-même ne tient pas complètement la route et en fait commence à être re-questionné même au niveau du Vatican, hein, où il y a un ensemble de réflexions qui sont menées dessus en disant comment est-ce qu'on pourrait du coup aider l'Europe à repenser sa propre organisation quand il y a une crise des vocations, sans faire forcément appel à des prêtres venus d'ailleurs ou alors à les faire venir mais pour un temps plus court, pour permettre du coup des mouvements, mais sans que ce soit aussi long. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette première intervention. Et on voit les conséquences finalement d'un processus de transformation identitaire sur le fait même de s'identifier à être missionnaire ou missionné. C'est très intéressant et j'espère que ça va susciter beaucoup de questions. Et en attendant que les questions puissent être posées par Franck, on va donner la parole à Adrien Franck Mougoué. Et je vais reprendre ma question pour bien nous situer. Je demandais à Adrien Franck Mougoué si l'implantation des communautés chrétiennes de l'Église presbytérienne du Cameroun constituait un mouvement missionnaire organisé en France, en Suisse ou en Belgique. Merci Jean-Pierre de me renvoyer le micro. Déjà, je tiens à remercier l'organisation du DEFAP par sa personne, le pasteur Basile, ainsi que vous, qui avez bien voulu nous associer à ce lancement, cette première édition du jeudi du DEFAP. Les enjeux, s'il faut le dire, sont énormes et j'espère qu'au cours des échanges, nous essayerons d'éclaircir davantage la lanterne de nos participants en ligne. Alors, il faut préciser déjà que la mission inversée est une thématique qui m'a été dévoilée lors de mes travaux de master. Pendant que je poursuivais mon mémoire de master sur les travaux de terrain, je m'étais rendu compte donc de l'existence des communautés presbytériennes camerounaises en Europe. Et ce qui avait attiré mon attention était que l'Église centrale, même au niveau de l'Église centrale, la connaissance de ces communautés était ignorée. Alors, je me suis dit, tiens, ça peut être un sujet intéressant de faire savoir déjà au niveau de l'Église centrale et au niveau de la société européenne ou française ou au niveau des pays francophones, l'existence et l'évolution, le fonctionnement de ces communautés en Occident. Alors, voilà comment je me suis intéressé donc à l'émergence et à l'évolution des communautés presbytériennes camerounaises en francophonie, donc en France, en Suisse et en Belgique, de 1989 à 2018. On comprendra pourquoi, on va y revenir. Alors, il faut dire déjà que la migration est un phénomène assez vieux comme le monde. Aussi les études en missiologie, bien sûr, parce que là, avec le phénomène de diffusion du christianisme à partir du 19e siècle, et selon une trajectoire très traditionnelle que nous avons retenue de la colonisation, ce christianisme qui va du nord vers le sud, plusieurs sociétés missionnaires, plusieurs entreprises missionnaires ont foisonné en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun. Ce sera le cas avec des sociétés missionnaires aussi bien européennes qu'américaines, aussi bien protestantes que catholiques. Et parmi elles, on aura donc la mission presbytérienne américaine qui va arriver au Cameroun au cours des années 1879 et va poser ses valises dans la localité du Sud Cameroun, plus précisément en pays Boulou. Alors, cette émission va donc évangéliser cette partie du Cameroun et va naître quelques années plus tard l'Église presbytérienne camerounaise. Donc, l'EPC est une église locale qui va naître des cendres de la mission américaine. Elle va voir exactement le jour en 1957. Alors, elle va poursuivre elle va faire ses preuves aux yeux de ses pairs, s'il faut le dire ainsi, de la mission presbytérienne. Et on va observer, n'est-ce pas,
une inversion de pôle ou bien de rôle à partir des années 80-90. Avec les grandes vagues migratoires que l'Afrique va connaître au cours de ces années-là, et la situation, je dirais, d'instabilité politique au lendemain des indépendances de la majorité des États africains va permettre donc à plusieurs Camerounais de chercher des meilleures conditions de vie ailleurs. Et beaucoup vont se diriger vers les pays francophones. Et il n'est pas faux que le passé colonial va beaucoup jouer pour ce choix. La proximité la proximité des États européens avec le continent africain également, mais aussi des familles déjà présentes dans les pays d'accueil qui vont faire appel aux membres des familles restant en Afrique ou au Cameroun de les rejoindre. Donc, on peut voir dans ce phénomène un élan de regroupement familial et tout. Et c'est comme ça que plusieurs Camerounais vont se retrouver donc en Europe, en France, en Suisse et en Belgique. Une fois sur le terrain, des petits regroupements vont se constituer et la particularité ici avec les communautés presbytériennes en francophonie, c'est que dans la majorité des cas, l'initiative viendra d'une figure charismatique. Alors, et pour ce qui est du cas express de la France, la figure charismatique ici sera l'ancien d'église Jean Calvin Tchèque, qui, avant d'arriver en France, était déjà consacré ancien d'église au Cameroun. Il viendra donc en France pour poursuivre une formation dans le domaine de la santé. Et puis, il va être intégré à l'hôpital de Rothschild comme professionnel de la santé. Et c'est comme ça qu'un jour, lors d'un repos, il va recevoir la visite, une vision, lui demandant de continuer son élan évangélique entamé au Cameroun. Il va donc commencer à rendre visite dans des familles. Les familles présentes sur le territoire vont l'inviter lors des anniversaires, lors des mariages, lors des décès, à des prières, à des séances de prière. Et c'est comme ça que 2 semaines plus tard, il va faire part de ce songe à son épouse et à ses confrères camerounais de l'Église. Ils vont prendre au sérieux cet appel et ils vont se regrouper en un petit comité et ils vont se dire, tiens, si tu as reçu une pareille vision du Seigneur, autant la mettre en pratique, ne pas négliger ce message, quoi. Et voilà comment il va, de semaine en semaine, continuer donc dans cet élan et aller de famille en famille. Et le groupe grandissant, ils vont se dire, nous ne suffisons plus dans des familles, nous ne suffisons plus dans des salles et tout. Il faut qu'on trouve un lieu où nous pourrons accueillir ce grand nombre de fidèles. Pas seulement le lieu, mais il faut qu'on trouve un label sur lequel on pourra exercer en tant qu'association culturelle en France. Et sachant que la laïcité, en cette époque, la loi de 1901-1905, valorise beaucoup plus la chose laïque que la chose religieuse en France. Il fallait donc trouver un label culturel pour constituer le groupe. C'est comme ça que l'association culturelle des Camerounais en France va voir le jour, avant plus tard d'être dénommée Église presbytérienne camerounaise. Mais tout un processus va entrer en jeu. Qu'est-ce qui va donc se passer? Les migrants camerounais qui arrivaient en France étaient accueillis dans cette association culturelle. Cette association leur apportait un soutien, un accompagnement pour ceux qui étaient arrivés de manière illégale, d'obtenir des papiers, pour ceux qui étaient un peu en recherche de repères culturels ou sociaux, de retrouver les siens,
les confrères du pays et, et de continuer l'évangélisation au sein du groupe des nouveaux arrivants et des anciens qui étaient déjà présents. Alors, l'association donc va être créée, la documentation va être fournie au niveau de la préfecture et l'association va être domiciliée au 14e, de Paris, au bâtiment de l'Église réformée de France. Ouais, c'est là que l'association verra son jour, ses premières assises. Donc, alors, les nouveaux arrivants qui venaient donc, qui arrivaient donc en France, intégrés dans cette association et ils pouvaient assister dans l'ensemble au culte presbytérien avec les repères, les marques des pratiques de culte propres au peuple Bassa ou au peuple Boulou du Cameroun. Alors, et à un moment, au cours de leur évolution, ils vont éprouver le besoin d'être reconnus comme une communauté, comme une église presbytérienne établie en France. Il y aura donc un souci. Au départ, certains arrivants qui n'étaient pas encore intégrés dans le groupe de l'association pratiquaient les cultes à l'Église réformée de France. Ils s'étaient donc familiarisés avec les cultes réformés de France, avec l'organisation, la structure de l'Église réformée de France. Et puis, lorsque les précurseurs des communautés presbytériennes camerounaises vont émettre l'idée de se constituer en une communauté, vont émettre l'idée de former une section avec un pasteur, un conseil des anciens et une section, c'est là où les problèmes vont commencer et les schismes vont aller grandissant. Alors, c'est quoi le souci? Il fallait donc constituer cette association culturelle en une section telle qu'elle existe au Cameroun, en une église telle qu'elle existe au Cameroun. Une section donc dans la configuration de l'église presbytérienne camerounaise, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui est le premier modérateur ou le responsable de la section. Mais contrairement à ce que certains s'étaient donc familiarisés au niveau de l'Église réformée de France, c'était beaucoup plus libéral, où un laïc ou un ancien d'église pouvait être responsable de la session. Alors, ce qui coinçait un peu avec les membres de l'Église presbytérienne camerounaise, deux tendances donc va voir le jour. Ils vont organiser une assemblée générale pour effectivement passer au vote. Il y aura d'un côté la tendance de l'Église presbytérienne camerounaise amendée qui s'adapte aux pratiques ou à la théologie de l'Église réformée de France. Et de l'autre côté, une tendance qui va soutenir donc l'Église presbytérienne camerounaise originale, telle qu'ils le connaissent, telle qu'ils l'ont connue au Cameroun. Alors, la tendance qui va l'emporter sera donc l'Église presbytérienne amendée, qui va s'adapter aux réalités sociales et ecclésiologiques de l'Église réformée de France. Et la partie dissidence va donc se séparer. C'est comme ça que le petit groupe constitué de l'ancienne église Jean Calvin va être chassé de ce groupe et vont aller chercher des lieux de culte dans des hôtels, dans des familles, dans des autres associations africaines pour pouvoir pratiquer leur culte. Alors, au cours des années 1970-72, l'Église presbytérienne américaine va organiser son assemblée générale et va envoyer une invitation à l'Église presbytérienne camerounaise, une invitation à un représentant de l'Église presbytérienne camerounaise de bien vouloir assister à cette assise afin de réfléchir sur l'avenir, le fonctionnement de l'EPC au Cameroun. Alors, le secrétaire général à cette époque,
qui effectuait donc ce voyage qui avait été envoyé par la commission, effectuait donc ce voyage du Cameroun pour les États-Unis et devait faire une escale en France pendant son voyage. Alors, pendant son voyage, donc, il va arriver à Paris et entrer en contact avec les communautés de la partie dissidente de l'ancienne église Jean Calvin Tchèque. Et il va s'entretenir avec les fidèles. Il va voir le nombre grandissant des fidèles et les fidèles vont lui proposer de diriger la communauté ou bien l'association en, en communauté presbytérienne camerounaise reconnue par l'Église mère au pays et avec qui les liens devraient commencer à exister. Alors, il n'a pas refusé la proposition, il a continué son voyage aux États-Unis et de retour, il a refait escale à Paris et où il a assisté à un dimanche, à un culte dans une salle d'hôtel et était très impressionné du nombre des fidèles dont il avait devant lui et tout, et a promis à cette communauté de faire des démarches pour qu'elle soit reconnue déjà par l'Église, parce qu'il faut le préciser, l'initiative a été des fidèles, des particuliers, sans le consentement de l'Église mère au pays. Ouais, donc maintenant, il y avait un souci de reconnaissance en tant qu'Église presbytérienne camerounaise établie en France. Alors, du retour de son voyage de cette assemblée, le secrétaire général va entamer des démarches auprès de cette communauté. Déjà, il existait deux groupes. Le groupe qui avait choisi l'EPC amendé, donc l'EPC modèle, et le groupe qui avait choisi l'EPC original. Alors, il rentre du Cameroun, il entame les démarches et il envoie une commission en France pour essayer de rassembler, pour essayer de voir comment ramener tous ces fils de l'EPC dans une seule communauté afin de constituer une église presbytérienne camerounaise en France. Alors, certains du groupe de l'EPC amendé ont été ramenés dans le groupe dissident parce que oui, il fallait reconnaître que bon, il faut revenir à un culte original où on se reconnaît, où on reconnaît nos valeurs culturelles, où on peut chanter en bassar, en boulou, où on peut faire un sermon ou une prédication en langue traditionnelle camerounaise. Alors, d'autres donc se sont rabattus donc dans ce groupe dissident. Donc, on observe déjà une troisième comment dirais-je, une troisième tendance, ceux du milieu, quoi, qui n'étaient ni du côté de l'EPC amendé, ni du côté de l'EPC originel, mais qui se sont trouvés au milieu et dit, bon, voilà, puisque le secrétaire général est sur place et entame les démarches pour qu'on soit reconnu en tant qu'Église, bon, on se rabat et on voit ce que ça va donner par la suite. Et justement, ce que ça va donner par la suite, c'est que bien après avoir établi cette communauté, ils vont encore se retirer pour créer une deuxième communauté. Donc, voilà donc comment les démarches vont être établies. Et en 1989, la communauté donc verra le jour. La première communauté de l'Église presbytérienne camerounaise établie à Paris verra donc le jour sous la dénomination de Pek Nyambé, qui signifie en boulou la sagesse de Dieu. Alors, cette communauté va grandir, va pratiquer des cultes, va attirer plusieurs fidèles autour d'elle et les responsables de la communauté qui étaient restés à l'écart vont trouver à l'action du secrétaire général un problème. Dans les textes de l'EPC, la seule personne habilitée à représenter l'Église à l'extérieur, c'est le secrétaire général. Mais au niveau national, c'est le consistoire. Alors, ceux
du groupe restés à l'écart vont donc dire, dans les textes de l'Église, c'est le consistoire qui a habilité à ériger une paroisse. C'est le consistoire qui a fonction à déléguer un pasteur. Mais pourquoi est-ce que le secrétaire général s'est permis d'ériger une paroisse? Pourtant, les textes le disent clairement. Or, il faut revenir dans les textes et il faut comprendre que les textes disent clairement la responsabilité des consistoires n'est qu'au niveau national. Et au niveau international, la fonction revient au secrétaire général de diriger, de déléguer à l'international. Et c'est comme ça que le groupe va donc s'appuyer sur cette première partie de ce texte pour donc dire la première communauté qui a été établie n'est pas une communauté légale et nous allons ériger notre communauté. Ils vont donc faire appel au consistoire Ezeka, parce qu'il faut dire, depuis la création, depuis les débuts, le consistoire le plus représenté était le consistoire des Bassa. Ils vont donc faire appel à leur consistoire. Le consistoire Bassa, Ezeka, Babimbi et autres va envoyer sa propre délégation et ce groupe qui était au milieu va donc encore rentrer dans le premier groupe de l'EPC amendé et une deuxième communauté va voir dans le jour la communauté Sinaï Paris. Et puis, de communauté en communauté, on aura donc la communauté Libomna, une troisième communauté qui va naître dans un espace chronologique de 1989 à 95. On aura près de 4 communautés qui vont voir le jour. Alors, des communautés s'appuient sur des textes, mais au fond, il faut aussi voir l'aspect culturel. La particularité dans l'Église presbytérienne camerounaise, c'est que c'est une église qui est marquée par un fond ethnique, un fond tribal, où il est très possible, et c'est une expérience que j'ai rencontrée pendant le terrain que j'ai pu déjà faire jusqu'à ce niveau, il est très possible de rencontrer à l'EPC des fidèles qui te disent moi, je ne vais pas à cette paroisse parce que ce sont des Bassa. Moi, je ne vais pas à cette paroisse parce que ce sont des Boulous. Et la paroisse est en face de son domicile. Il préfère prendre 2, 3 véhicules ou motos pour aller faire le culte où il va se sentir avec les siens, où il va pouvoir chanter en sa propre langue. Et ces mêmes problèmes que l'on retrouve au niveau du Cameroun se réimportent au niveau de l'Occident. Et c'est comme ça qu'on va assister à une diversification de paroisses un peu de partout en France, à Lyon, à Orléans, sur Paris, et en Suisse, en Belgique. Le processus sera le même. Par exemple, en Suisse, à Lausanne, on a 2 communautés et à Genève, on en a une communauté. Les communautés de Suisse et Lausanne sont fortement marquées par des peuples ou bien des populations boulous. Alors, au sein même de ces communautés, lorsque les boulous arrivent en immigration, ils intègrent la communauté. Lorsque les Bassa arrivent en immigration, ils intègrent la communauté. Et par la suite, lorsque un groupe sera déjà un peu plus conséquent en effectif, ils vont se séparer pour créer leur communauté ou bien leur église et dire, ben voilà, nous aussi, nous sommes une église presbytérienne et voilà. Donc, c'est pourquoi le fond culturel, la langue, peut très rapidement impacter la constitution des communautés au niveau de l'émergence de l'église presbytérienne au Cameroun. Mais alors, la question qui restait à interroger est celle de savoir
est-ce qu'il y a un élan missionnaire à travers cette émergence-là? Alors, l'élan missionnaire ici, selon plusieurs spécialistes des religions ou encore plusieurs théologiens, la mission déjà est le partage, est l'annonce de l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Ça, c'est l'approche la plus plausible que l'on puisse aborder pour ce qui nous concerne. Mais le dictionnaire œcuménique des religions aborde aussi la mission comme l'ambition de l'implantation de l'Église. Alors, si déjà les Camerounais qui ont émigré vers l'Europe se sont déplacés pour implanter l'Église au niveau de l'Occident, est-ce qu'on peut parler de mission? Quelles sont, au-delà de cette implantation, quelles sont les relations qu'elles entretiennent avec les églises sœurs? Est-ce qu'elles tiennent un discours interculturel ou œcuménique? Est-ce qu'elles vont vers l'autre? Ou est-ce qu'elles ont l'ambition, n'est-ce pas, de convertir des populations occidentales ou bien seulement les ressortissants camerounais qui arrivent? Alors, ce sont des questions qu'il va falloir que je creuse davantage pour la suite de ma recherche. Mais ce qu'on peut déjà observer sur le terrain, c'est qu'au départ, la religion n'était pas intégrée dans les projets migratoires. Pour beaucoup, ils ont migré pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons éducatives. C'est arrivé sur le terrain, sur place, que les besoins d'encadrement spirituel se font ressentir et l'initiative prend corps. Donc voilà une première remarque qu'il faut faire. Et deuxièmement, la remarque est que dans le protestantisme de manière générale, et à l'Église presbytérienne camerounaise, les initiatives missionnaires peuvent partir ou bien partent des fidèles. Donc, le schéma que l'on peut avoir de la personne, de la responsabilité des personnes consacrées est un peu mis en arrière pour favoriser ou bien pour prendre beaucoup plus en considération les initiatives. Parfois même, l'Église centrale se propose aux communautés à l'étranger de mettre sur pied une communauté. Mettez sur pied une communauté, débrouillez-vous à trouver un moyen, mettez sur pied une communauté. Et lorsque vous êtes bien structuré, faites-nous signe. On vient entamer des démarches pour des reconnaissances au niveau institutionnel, soit avec des organismes au niveau de la France ou de la Suisse, soit avec des églises sœurs au niveau du Cameroun également. Donc, c'est comme ça que le schéma se produit pour ce qui est de l'Église presbytérienne, mais également pour plusieurs autres églises protestantes dans le paysage protestant français. Là, je pense, je vois peut-être le cas des communautés kimbanguistes, je vois le cas des communautés évangéliques camerounaises, je vois le cas des communautés malgaches et bien de coréennes et bien d'autres. Donc, c'est une particularité dans le protestantisme qui ne respecte pas forcément la structure très cadrée, très contrôlée de la constitution de ces communautés-là. Alors, oui, je vais terminer par là. Donc, on vous dit que les communautés presbytériennes camerounaises, dans leur discours, pensent d'abord à évangéliser les ressortissants camerounais avant de toucher la société européenne. Alors, ça n'exclut pas le fait ces communautés soient ouvertes aux relations œcuméniques, à l'interculturalisme avec d'autres communautés, avec des institutions, avec des organismes. Donc, à mon avis, je pense qu'il va falloir encore un grand travail de structuration, de dialogue, de communication, afin d'accompagner ces communautés, n'est-ce pas, à mieux s'intégrer dans la société d'accueil dans laquelle elles se trouvent. Merci. Merci.